Donc tout ça pour expliquer ce que fut ma vie à Sidi Aya, avec à la fois une vie civile comme n'importe quel maire de village. J'étais un peu le maire de la région, essayer de comprendre les problèmes de maladie, d'éducation, etc. C'était ça aussi ce qu'a fait la France, à travers nous, ce que je faisais. Et donc le commandant de compagnie monté, le chef de bataillon monté pour nous voir, les personnes venaient nous voir pour nous remonter le moral. On n'a pas besoin de remonter le moral. C'est vrai qu'il fallait être vigilant. Deux exemples. Le premier, quand j'ai eu la HACA, les deux sous-lieutenants qui m'ont remplacé, sur les deux, il y en a un qui a été tué dans une embuscade et l'autre a eu sa jambe blessée par une balle. Or, c'était un comédien, donc il ne pouvait plus monter sur scène, il était handicapé. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, il ne fallait jamais reprendre le même chemin quand on capahutait. Jamais. Parce que l'effet Lagarde attendait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois sans rien faire. Mais la 101e fois, c'était l'embuscade. Donc il fallait éviter de tomber dans des automatismes. Et je crois que c'est ça qui m'a permis et qui nous ont permis, je parle de moi, mais ceux qui étaient avec moi de revenir, c'est qu'on était vigilants jusqu'au dernier moment. Et je n'ai pas été assez au dernier moment. Et donc voilà quelle fut ma deuxième participation à la guerre d'Algérie. Et deux événements dont je n'ai pas parlé qui ont été à mon sens très importants, le cessez-le-feu, qui a été dans l'esprit de beaucoup, les harkis ont compris, le cessez-le-feu unilatéral, ont compris très vite que la France allait partir. Enfin, à mon sens, ils ont ressenti que c'était un signe d'avant-coureur. Et ça a été pour moi terrible parce que moi j'ai remis des armes au chef d'autodéfense. Et tu sais que par la suite on a demandé à leur retirer. Et donc moi j'ai des photos où on me voit remettre un fusil parce que on avait découvert que c'était eux-mêmes qui devaient se défendre. Et donc ça fait partie de la tradition parce que le fusil c'est l'homme. Et retirer le fusil faisait que c'était plus un homme. Donc si c'était plus un homme, c'était une femme. Donc il y avait une sorte de sociologie à comprendre, de règles à comprendre, et que moi j'étais le garant de ça. Donc j'étais très vigilant sur le comportement des hommes qui étaient autour de moi, des relations. Je prenais contact avec le chef d'autovillage. Dès que j'arrivais dans l'autovillage, j'allais le voir. C'était lui qui m'accompagnait. Donc il y avait des règles. Et puis il y a eu d'autres événements qui se sont produits. Le premier, c'est que j'étais revenu d'une permission en France. Et à mon retour, il y avait eu le putsch qui avait eu lieu. Donc je reviens et à Alger, l'un des adjudants que j'avais rencontré, qui était à la tête, parce qu'après le putsch, il y avait des positionnements à Alger, en particulier la piscine Al-Ketani. Près de la piscine Al-Ketani, il y avait un lieu où on avait regroupé des gens qui allaient faire le travail que j'ai expliqué, qui a fait partie aussi de mon travail. Et il me dit, oh là là, il y a un sous-lieutenant qui va me remplacer heureusement. Je dis tant mieux pour lui, parce que quand j'ai vu la manière dont ça se passait, c'est-à-dire un peu une désorganisation, il y avait une désorganisation après le putsch. Une forme de désorganisation, parce qu'on envoyait tout de suite des troupes, des gendarmes, de métropole, des gardes mobiles. Et bien, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, ce fameux sous-lieutenant, c'est moi. J'ai même pas eu le temps de poser mon pactage, parce qu'entre-temps, au bout de 6 mois, quand tu es assis, au bout de 6 mois, tu es sous-lieutenant. Ça fait un gain de salaire pour l'État, parce que quand tu es assis, je crois, on gagnait 1800 francs par ancien. Mais quand tu étais sous-lieutenant, tu avais une rétribution plus importante. Et donc, me voilà un troisième métier qui était à Alger après le putsch. Et donc, après Alger le putsch, donc il y avait des sorties, il y avait des quadrillages qui étaient faits, et une période qui m'a laissé, c'est que juridiquement l'armée entourait un immeuble parce que courait le bruit que les pieds noirs avaient des armes, etc. Et donc on entourait un immeuble, et ensuite c'était que les gendarmes qui avaient le droit de monter, parce que les gendarmes ont un statut qui leur permet d'aller chez l'habitant, et ça m'a fait quelque chose.
parce que les gens étaient apeurés. Et deuxième anecdote sur Alger, quand j'étais à l'école de Chachel, quand on a défilé, il n'y avait pas un chat sur les trottoirs et toutes les fenêtres étaient fermées. Et quand on s'est aperçu qu'on était tout seul, dans la rue à défiler, et ben on a chanté le chant de l'école. Pour nous donner le courage, on a fait... et puis troisième anecdote, il y avait les attentats, hein, c'est-à-dire... et donc on sortait pour de nuit comme de jour. Et donc comme toujours, il y a des initiatives, on surveillait la façon dont on était habillé, parce qu'on mettait le calme comme ça, là, pour parader un peu. Et donc c'était pas bien. Et donc voilà, Alger ça a été ça, ça a été le vécu d'après le putsch, avec la peur des attentats, c'est vrai, on avait, au fond de soi-même, on ne montrait pas cette peur. C'est ça, je crois que si j'avais à dire quelque chose, c'est que, sauf quelques rares exceptions, la peur qui nous habitait, mais on ne l'exprimait pas. Il ne fallait pas montrer à la population que nous avions peur. C'est comme si tu étais un policier pour montrer qu'il a peur. Mais elle était toujours présente, mais elle était à l'intérieur de soi. Et ce qui expliquait qu'on était vigilant et qu'il fallait rester vigilant. Tant quand on rentrait dans un magasin, dans un café, voilà. Donc ça a été une période très particulière. Et enfin, encore une anecdote, je suis venu chercher des jeunes recrues à Blois pour les emmener en Algérie. Donc ça a été un autre vécu. Hein, parce que c'était quasiment, ils traînaient les pieds, il fallait faire descendre des militaires sur le quai, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas partir d'Algérie. À Alger, il fallait les surveiller, parce que... Donc il y avait une sorte de réticence que j'avais ressentie, et je les comprenais, parce qu'ils avaient une vision, on leur expliquait les choses. La presse a été, avec toutes les précautions d'accords qui doivent être tenues. Ma mère était affolée de voir ce que racontait la presse, tout ce qui se passait en Algérie, hein, parce qu'il fallait le choc. Hein. Et donc, une dernière anecdote sur l'Algérie, j'ai eu la chance. Si j'avais un fil conducteur entre mon service militaire, France, Algérie, etc., j'irais le général de Gaulle. Parce que quand j'étais sur le deuxième régiment de ma Tchad, c'était le régiment de Leclerc. Et donc, quand De Gaulle a voulu fêter l'anniversaire de l'appel de Covent Garden, l'appel du 18 juin, j'ai été parmi les 10 ou 15 jeunes soldats à aller à Londres. Et j'ai accompagné le général. Et nous avons eu les premières vestes. Avant, c'était, alors, sur mesure, pour montrer aux Anglais qu'on dépassait tous 1m80. C'était la première sélection, qu'on était dans les vestes, qu'on était... Et donc, j'ai vu le général à ce moment-là. Et je l'ai revu à Cherchel. Quand il a annoncé les 2 fois à Cherchel, parce que aussi à Cherchel, j'avais toujours plus d'1m80, et donc avec Messner. Alors d'abord, ce que les gens ont appelé l'Algérie française, hein, la France, tout ça, et puis le même De Gaulle, après, parlant d'autodétermination. Et donc je suis parti pour les élections, hein, dans le sud. Et on s'est passé par les gorges de la Chifa. Alors les gorges de la Chifa, c'était un lieu d'embuscade extraordinaire, où il y a eu des pertes, semble-t-il, importantes. Et donc, le général, je l'avais vu à Covent Garden, je l'ai vu 2 fois à Cherchel. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu le fil conducteur.